Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 18 juin 2021. Le Bitcoin s'établit à 37 600 $, l'Ether à 2300. On a un petit retracement qui est venu impacter le marché hier. Le Bitcoin établit moins 4,2%, l'Ether moins 4,8%. Et on a un marché assez mitigé avec des performances à peu près similaires à celles du Bitcoin, mis à part pour cette crypto qui avait intégré le top 28 récemment, qui effectivement a pris une performance aussi extrême, regardez, de 95% en un mois, et bien effectivement moins 25% en une journée pour la crypto AMP. Cela vient simplement confirmer le fait que quand on a quelque chose qui est extrêmement bullish ou bearish pendant une période, il est vrai que quand on a un mouvement qui s'oppose à celui qu'on a vécu ces dernières semaines, effectivement il est aussi extrême que le mouvement précédent. C'est souvent comme ça que ça se passe quand un actif est très volatile dans un sens, il est aussi également très volatile dans l'autre sens. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent et que c'est dangereux d'acheter des actifs qui sont sur des sommets effectivement et qui ont eu des performances déjà extrêmes. Voilà, d'où l'intérêt généralement de ne pas FOMO comme on dit, donc la peur de manquer le train et d'essayer d'investir sur quelque chose qui est déjà en train de monter. C'est la raison pour laquelle sur la chaîne on analyse au quotidien des crypto-monnaies, on essaye de voir justement celles qui ont des graphiques qui nous indiquent que potentiellement cet actif pourrait monter par la suite et non pas essayer d'acheter des graphiques qui ont déjà des bougies vertes. Voilà, on essaye d'identifier les niveaux de support, de résistance pour voir un petit peu ce qui pourrait être intéressant d'acquérir pour les personnes qui sont dans les crypto-monnaies et qui souhaitent effectivement diversifier leur portefeuille. Alors aujourd'hui, avant l'introduction, on va rapidement aller voir le Bitcoin sur du court terme, et ensuite on va enchaîner avec le portefeuille fictif qu'on fait ensemble depuis le mois de novembre. C'est un portefeuille avec 10 000 € de départ, il y a un tableur Excel qui est associé à ce portefeuille, on le regardera tout à l'heure, et puis on essaye par palier d'acheter des crypto-monnaies avec ces 10 000 €, et bien sûr ce portefeuille aujourd'hui s'établit avec une performance assez intéressante, puisque depuis le mois de novembre, vous savez quand même, les crypto-monnaies ont pas mal performé malgré ce crash que l'on a vécu assez récemment avec le Bitcoin qui est passé de 64 000 à 30 000 $ environ. Je ne vous fais pas plus attendre et on regarde le graphique du Bitcoin rapidement. Regardez cette hausse qui a eu lieu, effectivement, on a cassé l'ancienne ATH des 20 000 pour toucher, comme je le disais juste avant, les 64 000. On a eu ce retracement qui a amené le cours aux 30 000 $, qui correspond finalement à un joli niveau de support. C'est la raison pour laquelle le cours s'est arrêté et hésite à cet endroit-là. Sommes-nous éventuellement prêts à avoir un été assez bullish sur le Bitcoin, ou est-ce que justement on va plutôt décider de faire quelque chose d'un peu plus bearish avec peut-être un retour ici aux alentours des 50 000 pour former ce M par la suite? C'est la question qu'on peut se poser. On pourrait aussi dessiner un triangle, ce qui ferait que par exemple on pourrait avoir un Bitcoin qui stabilise pendant une période un peu plus longue, scénario que je n'envisage pas non plus, mais pourquoi pas, effectivement tout peut arriver. On va essayer de voir en fonction des niveaux qui seront atteints au fur et à mesure, on va essayer d'identifier un petit peu dès qu'il y a des signaux intéressants qui nous disent ah là peut-être le Bitcoin peut effectivement continuer à grimper ou le Bitcoin peut retracer. On essaiera de voir tout ça sur la chaîne. Le crypto FEAR aujourd'hui s'établit à 25, donc cette baisse a été assez, finalement c'est une purge assez importante. On le visualise directement sur le crypto FEAR qui est assez faible, qui a même touché les 10 il me semble, il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que voilà, on pourrait s'attendre effectivement après un retracement pareil d'un marché qui pourrait effectivement reprendre de la vigueur. C'est vrai que généralement quand nous sommes sur des sommets, quand nous avons donc un RSI qui établit une divergence comme celle-ci, c'était le cas ici, on l'avait vu ensemble sur la chaîne au quotidien. La divergence, regardez, elle est quand même assez extrême à cet endroit-là. On a un marché qui continue à pousser avec un RSI qui descend en weekly, avec une confirmation bearish encore plus extrême à cet endroit-là. Déjà, il y a eu plusieurs confirmations, à savoir à ce niveau-là par la suite. Donc une confirmation, ça veut dire qu'on a une divergence avec un M qui se dessine et on fait un nouveau plus bas sur le RSI. Donc on a effectivement la confirmation. On était à cet endroit-là, aux alentours des 58 000, quand on a eu cette première confirmation. Le marché vient faire une mèche d'excès ici aux 64 000, et à cet endroit-là, effectivement, peu de temps après, on a une autre confirmation. Donc là, effectivement, lorsque le marché était dans ces environs-là, effectivement, on avait quelque chose qui nous indiquait qu'on pouvait avoir un marché relativement baissier. Par la suite, effectivement, ce M, ces différents M qui se sont dessinés sur des time frames plus courts, se sont confirmés, et on est revenu chercher finalement ce niveau des 30 000 $. Aujourd'hui, on a un RSI qui est revenu en dessous de sa barre, donc des 50. Donc il est vrai que potentiellement, on est sur des niveaux intéressants cette fois-ci pour investir de l'argent, beaucoup plus que lorsque nous étions ici sur le niveau des 261,8 de Fibo, couplé avec une divergence de RSI. Donc on avait la localisation, on avait la divergence, on avait le M, tout nous indiquait que le marché était prêt effectivement à retracer. On peut peut-être désormais commencer à construire quelque chose. On va aller voir les time frames un petit peu plus courts pour voir ce qu'il se passe du coup sur le Bitcoin.
On est donc ici en 4 heures, et je vais pas épiloguer longtemps parce que je l'analyse tous les jours et j'ai déjà fait des choses beaucoup plus complètes sur le Bitcoin les jours précédents. Ici, nous avons fait quelque chose qui représente un plus bas pour finalement reprendre un peu de valeur à cet endroit-là pour revenir au niveau donc des 40 000 qui représente l'ancien sommet ici. Donc on a une jolie résistance qui est finalement venue arrêter le cours, c'était pas obligatoire, mais c'est ce qui s'est passé. On pouvait s'y attendre tout de même, on pouvait s'y attendre pour la simple et bonne raison, comme je le disais dans les émissions lorsque nous étions justement sur ce niveau de résistance, nous n'avions pas formé un W très propre, c'est-à-dire que là nous sommes revenus au 0,5 de Fibo. Il aurait fallu que le cours dessine quelque chose d'un peu plus bearish ici pour estimer pouvoir continuer à construire de façon un peu plus saine sur ce marché. On voit qu'on est monté relativement vite, ce qui indiquait potentiellement que cette poussée était principalement nécessaire pour liquider les personnes. Toutes les personnes finalement qui étaient trop bearish, on les a sorties à cet endroit-là. Et désormais, on retrace à nouveau, on reprend finalement le mouvement qui avait commencé au préalable. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que potentiellement, comme je l'indiquais dans les vidéos précédentes, le marché pourrait revenir déjà dans un premier temps dans cette zone de rechargement qui se situe ici entre les 35 000 $ et les 33 000 $. Donc je ne serais pas étonné qu'on retrace un peu plus. Il va falloir venir s'affranchir de ce niveau actuel puisque nous sommes sur un support, puisque ça représente les cours qui étaient atteints à cet endroit-là. Malgré tout, si on décide de venir un petit peu plus bas, on pourrait sans problème venir toucher les 0,5, les 0,6 et aller se loger dans cette zone de rechargement. Et ici, pour des personnes qui ne sont pas encore entrées sur le Bitcoin, il y aurait un niveau d'achat très intéressant. Je dis il y aurait, puisque effectivement, on n'est jamais sûr que le marché retourne sur ces niveaux-ci. Mais malgré tout, si on y va, je pense que ça peut être une opportunité d'achat très intéressante. Allez, si on se remet rapidement le graphique en weekly du Bitcoin, clairement, si on vient du coup casser par le bas les niveaux actuels, on pourrait revenir sans problème au 27 jusqu'aux 17 000 $, avec les niveaux de pertinent qui représentent l'ancien sommet ici au 20 000 et ici au 12 300. Si on décide finalement de grimper à nouveau, il y aura ce premier niveau de résistance qui sera finalement la zone de rechargement également, qui pourrait faire en sorte que ce M se confirme par la suite, qui se situe aux alentours des 55 000 $. Et si on vient casser ce sommet, sans problème, je pense que nous irions aller chercher les 88 000 $. Donc clairement, si sur le graphique que je vous montrais précédemment sur du plus court terme en 4 heures, nous avions le niveau que je vous disais qui était très intéressant, qui se situait environ par ici. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri que le marché décide de continuer cette purge pour aller plus bas. Donc c'est toujours bien d'investir par palier. Et si vous souhaitez investir, je disais que ce niveau était intéressant, certes oui, mais malgré tout, c'est toujours bien de mettre une petite somme par rapport à ce que vous voulez, par rapport au total que vous voulez investir. Mais si derrière ça fait ça, vous allez me dire ah ouais mais j'ai mis qu'une petite somme à cause de toi, etc. Vous faites ce que vous voulez en fait, mais simplement moi je vous dis que voilà, on ne sait jamais dans quel sens ça part. Si ça part dans ce sens-là, tant mieux, vous aurez quand même mis un peu d'argent et vous serez en gain. Et si ça va dans ce sens-là, tant mieux, vous allez pouvoir recharger encore plus et lisser votre prix d'achat sur un prix moyen aux alentours des 28 000 $ par exemple, ce qui peut être plus pertinent finalement. Voilà, donc vu qu'on ne sait jamais dans quel sens ça part, il est toujours intéressant de faire des achats par palier. Voilà, j'en ai fini du coup avec cette petite intro Bitcoin. On va aller regarder aujourd'hui toutes ces cryptos, donc le Bitcoin on l'a déjà fait, on va le faire très rapidement. Ensuite il y aura l'Ether, le XRP, XTZ, Litecoin, DOT de Polkadot, Monero, IGLD, SNX, Ocean et US. On va aller regarder tout ça aujourd'hui au travers de ce portefeuille fictif que vous visualisez devant vous. Allez, au passage, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour ce portefeuille fictif qui du coup établit 9 700 € de gain, donc 97% de ROI. Effectivement, c'est pas une performance énorme, on l'a commencé en novembre, on a pu acquérir pas mal de cryptos. Derrière, il y a eu ce petit crash, donc après 25 000 de gains, effectivement, on se retrouve qu'à 10 000. Ce qui n'est pas gênant, puisque c'est une stratégie moyen terme, long terme. On a l'intention, effectivement, avec ce portefeuille fictif, de revendre les cryptos quand elles atteignent des niveaux intéressants, notamment pour le Bitcoin. Les premières reventes se feraient aux alentours des 80 à 90 000 $. Il est vrai qu'on pourrait essayer de jouer sur les vagues, mais malgré tout c'est plus une stratégie holding, c'est-à-dire qu'on essaye plutôt de jouer sur du long terme et non pas essayer de revendre chaque 2 semaines sur des pics haussiers, des pics baissiers, puisqu'on le sait c'est quand même pas hyper simple à réaliser. Donc aujourd'hui sur ce portefeuille il y avait du coup ces 10 crypto-monnaies avec ces pourcentages d'achat. Sur les 10 000 € de départ il y avait 2 500 €, donc 25% de Bitcoin consacré au Bitcoin. C'est la même chose pour le reste, donc 2 000 € qui étaient consacrés à l'Ether, 1 000 € pour le Ripple, etc.
etc. Donc ce portefeuille, je vous le partage également sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez passer directement à l'étape suivante pour ceux que ça n'intéresse pas, pour aller voir directement les analyses de ces 10 cryptos. Donc si vous avez plein de crypto-monnaies différentes, que vous avez plein de plateformes d'échange, ça permet simplement de tout récapituler. Et en plus, ça permet de calculer ses plus et ses moins-values et d'être au clair. Par exemple, pour cette année 2021, si vous voulez être au clair, ça peut effectivement vous servir. Donc comment ça marche? Tout simplement, c'est un tableau où vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos. Regardez ici, il suffit simplement que je marque le trigramme de Engine et automatiquement ça vient chercher le prix en dollars et en euros de cet actif. Vous voyez directement ça s'ajoute sur le tableau de bord, le Engine, et sur valeur sur échange, donc ce sont différents onglets. Vous allez dire du Engine, j'en possède 100 sur cette plateforme, j'en possède 50 sur cette plateforme, et automatiquement sur le tableau de bord ça vous dit voilà, vous avez ça, ça représente ça en dollars, en euros, etc. et le pourcentage par rapport au portefeuille total. Donc vous avez ici l'argent que vous avez investi au départ et ce que vous avez actuellement au portefeuille, c'est-à-dire là sur cet exemple 19 900. Donc ce qui veut dire qu'il y a 9 900 de gains tout simplement. Sur les 19 900, il y a 2000 euros qui n'ont pas encore été investis, qui sont comptabilisés ici. Donc le total crypto est matérialisé ici, 17 900. Ça prend en compte les stablecoins. Et ensuite ça va vous permettre tout simplement de calculer les plus-values. Sur le calcul des plus-values, vous allez mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Par exemple, vous avez acheté 10 000 euros à cet endroit-là de crypto. Donc vous allez mettre 10 000 et la date. Ça peut être 200 par 200, peu importe. Vous allez mettre à chaque fois vos achats. Et quand vous allez faire une vente, c'est pareil. Vous allez mettre ici vente. Vous allez dire j'ai récupéré 2 000 euros de crypto. Et là, à ce moment-là, le portefeuille crypto valait 17 942. À ce moment-là, ça vous dit directement la plus-value qui est correspondante à votre vente, tout simplement. Vous allez mettre les dates également. Et à la fin de l'année, vous allez pouvoir tout simplement avoir le total de vos plus-values qui sera calculé à cet endroit-là. Donc c'est relativement simple comme fonctionnement. Il n'y a pas non plus énormément de choses sur ce tableau. Il est assez simple à mettre en place. Il permet de rajouter jusqu'à 200 crypto-monnaies. Il permet d'avoir autant d'échanges que vous voulez. Vous avez simplement à faire insérer une ligne ici et vous ajoutez un échange. Si vous avez plein de plateformes, que ce soit centralisé, décentralisé, vous avez par exemple de l'argent sur MetaMask et vous avez intégré cet argent sur OneInch sur un pool, et bien vous allez pouvoir mettre MetaMask ici d'un côté. Vous allez pouvoir mettre MetaMask OneInch pour dire que vous avez locké donc cet argent sur la plateforme OneInch, une histoire que vous les oubliez pas. Donc il y a possibilité de faire beaucoup de choses histoire d'avoir un peu un récap de ce qu'on a. Ça peut être important parce que moi je fais tellement de choses des fois que j'ai mis de l'argent à certains endroits et on peut l'oublier des fois. Ça peut arriver, donc c'est bien quand même de savoir exactement combien on a, à quel moment et où. C'est vraiment selon moi quelque chose d'important. Vous pouvez essayer de le faire vous-même, ce tableau, c'est probablement pas très compliqué. Là il y a quand même le petit code informatique qui vient récupérer les prix, voilà, mais vous pouvez tout de même essayer, qui sait, vous pourriez peut-être y arriver. Sinon vous avez la possibilité de faire une donation, ce qui soutiendra la chaîne en plus et vous permettra d'avoir quelque chose déjà prêt à l'emploi. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec ça et je vais continuer du coup avec les analyses. Alors on commence très rapidement avec le Bitcoin, puisqu'on l'a déjà passé tout à l'heure, donc ça va être ultra rapide. On voit ici donc que sur ce portefeuille fictif, on a eu l'occasion d'en acheter 2 fois du Bitcoin. Donc il reste encore 2 achats éventuels à déclencher. C'est pas sûr qu'ils se déclenchent, c'est le principe d'acheter par palier. C'est pas forcément tous les achats qui se déclenchent. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Bitcoin qui a pas mal retracé, donc c'est cool. On a pu acheter sur ce retracement et également sur celui-là, et ici on avait acheté, je crois, un peu plus haut à cet endroit-là, aux alentours des 40 000 $. Derrière, regardez, on établit un marché qui stagne à cet endroit-là, on ne sait pas dans quelle direction le marché pourrait aller. On a établi donc du coup un niveau d'achat avec une alerte qui se situe ici aux 23 000 $. C'est très simple, j'ai repris cette hausse, j'ai mis un Fibo et j'ai matérialisé cette zone de rechargement. Si le Bitcoin veut y aller dans cette zone de rechargement, effectivement, il y a un 3e achat qui se déclenchera pour ce portefeuille fictif, histoire de continuer à lisser nos achats pour du long terme. Voilà, donc j'en ai fini du coup avec le Bitcoin. Comme je vous le disais, c'était relativement rapide. On continue du coup avec l'Ether. Et ici, 3 achats se sont déclenchés, notamment au tout début au mois de novembre, ici lors de ce crash, et là également lors de ce crash. Donc à chaque fois, vous voyez, quand on a des bougies rouges, on essaye justement de recharger ces bagues de crypto. Je pense que c'est une des stratégies qui est assez intéressante à établir, et c'est celle qu'on fait pour ce portefeuille fictif. Ici, on peut voir de façon très très claire qu'on avait cette jolie divergence également sur le RSI, qui s'était matérialisée également sur le Bitcoin, mais aussi sur l'Ether, avec la confirmation qui est venue assez tardivement ici. Vous voyez, la confirmation, elle s'est faite lors de ce pic baissier. Donc elle s'est faite à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire que le marché peut aller plus bas? Oui, bien sûr, mais malgré tout, on voit qu'on est sur un actif qui est aussi un petit peu lié au leader qui est donc le Bitcoin. Et donc effectivement, on va voir ce qui se passe, notamment sur le Bitcoin, pour essayer de déterminer ce qui se passe là-dessus. Sauf si on regarde le graphique Ether par rapport au Bitcoin. D'où l'intérêt également de faire ce genre de choses. Et c'est ce que je fais avec toutes les autres crypto-monnaies. On va les regarder par rapport au Bitcoin. L'Ether, malgré tout, ça reste un actif avec beaucoup de capitalisation. Ça reste très intéressant de le voir par rapport au dollar tout de même. Regardez de façon très précise
Si je positionne un Fibo qui reprend le crash Covid ici, bon, qu'on ne visualise quasiment plus ici sur le graphique tellement qu'on a eu cette poussée sur l'Ether, et qu'on reprend le sommet ici, regarde, on est venu chercher pile poil sur cette mèche les 61,8 de Fibo aux alentours des 1700, donc du coup 36$, c'était hyper pertinent. Donc vous voyez, on est sur un graphique quand même assez intéressant ici. Donc certes, ça fait une baisse énorme pour l'Ether, regardez, on est quand même passé de 4000$ à cet endroit-là à ici, donc 1700$, mais malgré tout, il est vrai que quand on a des poussées aussi extrêmes, il faut s'attendre à des retracements, et il faut jamais FOMO sur ces zones-là. Après des bougies aussi extrêmes, je pense que ça peut être effectivement très pénalisant d'acheter sur des bougies vertes, comme c'est le cas ici sur l'Ether. Donc qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que là, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, le niveau actuel semble pertinent pour un palier. C'était pas le cas il y a quelques semaines quand nous étions sur les sommets, bien sûr. Aujourd'hui, c'est pertinent. On voit qu'on a cassé l'ancien ATH ici qui était à 1400$ pour établir un nouveau sommet. Si jamais le marché devait devenir un petit peu plus bearish, donc on pourrait se mettre ici en une journée pour voir un petit peu les niveaux importants, et ben on va reprendre. Donc vous savez quoi, on va même refaire ça bien. On va reprendre le Fibo qui reprend finalement cette hausse. Donc on a vu que là, cette mèche est venue toucher les 61,8. Si jamais le marché devait être un petit peu plus bearish, ici regardez en daily, on pourrait sans problème venir dans un premier temps retester ces niveaux-ci, qui est donc un très très fort niveau de résistance, donc qui représente encore et toujours les 61,8 de Fibo. Ça, je pense, c'est dans le cas où le Bitcoin effectivement deviendrait un petit peu plus bearish. Donc c'est pas forcément dit que ça arrive. Mais voilà, ce sont des niveaux qui pourraient être atteints. Je parle d'abord des niveaux baissiers, on verra ensuite les niveaux haussiers. Et par la suite, regardez, l'Ether pourrait sans problème réintégrer, pourquoi pas, cette zone de rechargement. On a donc quand même un fort niveau de résistance qui est situé également, de support, excusez-moi, qui est situé également à cet endroit-là. On voit que le cours avait hésité, ça représente l'ancien ATH. Donc je vais dézoomer, voilà, regardez l'ancien ATH. Donc voilà, ici c'est les niveaux pertinents selon moi pour l'Ether. Les niveaux actuels le sont déjà, et pourquoi pas, si on décide d'avoir un marché un peu plus bearish, revenir entre les donc 1700$ et ici les 1000$ environ. Par conséquent, moi je vais mettre une alerte dans ces zones-là. Je dis pas que le marché ira, mais effectivement il y a déjà 3 achats qui sont déclenchés sur l'Ether, donc si on monte plus haut, c'est tant mieux pour ce portefeuille fictif et c'est ce que je souhaite. Malgré tout, je vais mettre une alerte en plein dans cette zone de rechargement aux alentours, donc qui représente l'ancien sommet à cet endroit-là, regardez, donc aux alentours des 1415, je vais même mettre un petit peu plus haut, par exemple les 1470$, on va dire. Donc je positionne mon alerte sur TradingView, je positionne ici, je marque CO pour indiquer que ça correspond donc bien à la chaîne YouTube et au portefeuille fictif, et si jamais le marché un de ces jours décidait de revenir ici avant de continuer à pousser, eh bien j'ai mon alerte qui est positionnée. On va regarder maintenant les targets haussières. Si jamais l'Ether décidait finalement de ne pas venir chercher ces niveaux de zone de rechargement, quel niveau pourrions-nous atteindre si nous décidions finalement de monter directement? Alors on va faire ça assez rapidement parce qu'on est déjà à 16 minutes et j'ai beaucoup de crypto à passer par la suite. On va mettre le Fibo comme ceci qui représente le crash ici en 2016, le sommet ici en 2018 et le crash. Donc là c'est du long terme, ce sont des niveaux qui sont selon moi assez pertinents. D'ailleurs on le voit ici, on a touché les 2,61,8 et derrière nous avons retracé. Ici nous avons touché les 123,6 et nous avons retracé. Ce sont selon moi des niveaux pertinents. Donc le niveau suivant, si jamais le marché devait être un petit peu plus bullish, je vais enlever du coup le logarithmique, on va zoomer un petit peu, excusez-moi, voilà, et serait ici les 423,6 aux alentours des 6 000$. Est-ce que c'est un niveau qui vous semble pertinent pour l'Ether? Moi je pense qu'effectivement si on vient chercher un nouvel ATH ici, les niveaux des 5300-400$ et les niveaux des 6300 seront à portée de main, on le voit ici. Ici on a eu la divergence RSI, le cours qui retrace, le RSI qui retrace, et derrière on peut imaginer effectivement cette reprise s'effectuer. Voilà, et après derrière effectivement on pourrait aller beaucoup plus haut, mais là ce sont des targets de spéculation, c'est-à-dire ce sera probablement matérialisé un petit peu comme une bulle financière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tout le monde voudra acquérir des cryptos, parce qu'on en parlera dans les médias, qu'on en parlera un petit peu de partout, et bien effectivement ce sera le moment où le marché va faire une dernière poussée extrêmement bullish, avant que beaucoup de personnes qui ont énormément de crypto revendent tout, et là le crash qui interviendra par la suite. Je pense pas que ce soit ce mouvement-là finalement qui soit matérialisé par ce FOMO global. Certes, on en parle dans les médias, mais je pense que c'est pas encore suffisant et qu'on n'a pas atteint le sommet. Mais je peux me tromper, il y a les indicateurs long terme qui nous indiquent ça, il y a beaucoup de choses qui nous indiquent ça, mais on peut tout de même se tromper, bien sûr, on ne sait pas ce qu'il se passera. On va enchaîner du coup avec la suite. Oui, il y a une chose que je voulais dire par rapport aux crypto-monnaies en général. Ça fait à peu près 2 ans que je m'y intéresse. Il y a des choses que je ne voyais pas du coup il y a 2 ans que je vois aujourd'hui. C'est par exemple, que ce soit dans ma famille ou des amis ou quoi que ce soit, je vois que les personnes qui ont, on va dire, entre 15 et 20 ans connaissent tous et s'y intéressent de façon exponentielle. Beaucoup de personnes s'intéressent aux crypto-monnaies. La plupart ont des petites applications où justement on peut farmer des cryptos avec son téléphone ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu à fond dedans, en tout cas à leur échelle et à leur niveau de connaissance, et puis également parce qu'ils ont
pas forcément beaucoup d'argent pour investir, donc ils vont pas forcément pousser la chose aussi loin que des personnes qui auraient plus de 25-30 ans, qui eux par contre ont de l'argent pour investir. Malgré tout, on voit qu'ils sont intéressés. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, ces personnes-là, eh ben, quand elles auront effectivement un peu d'argent à investir et qu'elles auront de l'épargne, eh ben, la quasi-majorité, peut-être 80% de ces personnes-là, eh ben, investiront dans les cryptos, ce qui pourrait encore plus faire pousser le marché à la hausse. Alors je pense qu'on va vivre probablement des cycles, hein, comme d'habitude, des sommets, des crashs, etc. Mais garder une part de ces cryptos quand on a effectué pas mal de gains, se payer, récupérer ce qu'on a investi au départ, ne pas perdre d'argent, donc sécuriser ses gains, prendre des profits, etc. Mais garder toujours des sommes en crypto peut être intéressant, puisque sur le long terme, peut-être que c'est quelque chose d'avenir et que ça va continuer à grimper. Est-ce que ce sera que le Bitcoin? Non, pas sûr, hein. Il y aura effectivement toutes les autres qui auront peut-être plus de potentiel, donc c'est bien d'en avoir beaucoup des différentes, quitte à ce que ce soit des petits montants de chacune, hein, mais de garder un petit peu de chaque pour espérer peut-être qu'à l'avenir, certaines d'entre elles effacent toute concurrence et fassent des performances énormes, vous voyez. Donc voilà un petit peu mon point de vue général sur le plus long terme sur les cryptos. On continue avec le XRP, donc on voit que XRP ici par rapport au Bitcoin finalement a une configuration graphique intéressante, c'est-à-dire qu'on a cette trendline qui est matérialisée sur du long terme, on a cette latéralisation qui est matérialisée à cet endroit-là, on a la divergence, on a la cassure de trendline, donc par rapport au dollar il est vrai qu'il a déjà pris un peu de valeur mais ça reste pas extrême, hein. Il a touché les 1$ et quelques alors qu'il était à 20 centimes, vous voyez ça fait x5, ce qui reste beaucoup, hein, mais pour les crypto-monnaies et pour les performances que l'on a vues ces derniers temps sur les crypto-monnaies, c'est pas quelque chose non plus d'énorme. Et bon on se dit que voilà, la performance pourrait intervenir par la suite, et si on décidait finalement sur XRP de grimper et d'aller chercher cette zone de rechargement, eh bien on aurait effectivement une jolie opportunité de revente avec des performances un peu plus intéressantes, à savoir 600% par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin retourne sur son niveau des 60 000 ou même peut-être plus haut 80 000, vous imaginez le Ripple pourrait toucher peut-être les 10-15 dollars environ, selon moi en tout cas. Après derrière, si on vient chercher un nouvel ATH ici par rapport au Bitcoin, on pourrait avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus haussier, mais bon, je pense que quoi qu'il arrive, si vous rentrez maintenant, et ben effectivement ici il est intéressant de commencer à prendre des profits, hein. On va pas essayer de jouer le diable non plus, hein, parce que si jamais ça va ici le marché que vous dites c'est bon on va faire un nouvel ATH, le Ripple va aller beaucoup plus haut et que derrière ça fait ça, et ben vous êtes un peu dégoûté finalement de pas avoir commencé à prendre des profits à cet endroit là, vous voyez. Donc c'est comme je le dis à chaque fois, on sait pas ce qui se passera et on essaye tout simplement d'acheter par palier, de revendre également par palier. On continue avec Tezos, donc XTZ par rapport au Bitcoin. Donc regardez, c'est un peu la même configuration. Sur la chaîne on en a acheté, donc comme le Ripple, hein, je sais pas si je vous ai montré, mais le Ripple on en a acheté à 4 fois, le Tezos également 4 fois, donc il n'y a plus d'alerte, il n'y a plus rien à se mettre. On a justement cette latéralisation qui commence, ce RSI qui monte, les volumes qui grimpent, un cours qui commence à reprendre un peu de valeur finalement, qui retrace un petit peu. Je suis ici en weekly, hein, effectivement, quand on regarde le graphique du Tezos par rapport par exemple au dollar, eh bien on n'a pas une configuration similaire, hein, là ici, lorsque le Bitcoin a crash, le Tezos par rapport au Bitcoin également, mais vous voyez on est tout de même pas revenu en dessous de cette trendline, hein. Donc voilà, selon moi, on a un actif qui reste intéressant. D'autant plus que cette semaine, on est en train de dessiner une très très jolie et grosse... Ah non, c'était la semaine précédente, excusez-moi. On a dessiné la semaine précédente une très jolie bougie rouge, ce qui indique que potentiellement, hein, ceux qui ont manqué l'opportunité d'acheter sur cette trendline, eh ben, on a encore l'occasion même actuellement de le faire. Est-ce que je vous conseille d'acheter du Ripple? J'en sais rien, vous faites vos propres choix, vous prenez vos décisions, mais selon moi, un actif intéressant pour diversifier un petit peu. Ici, nous étions en août, hein, juillet, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2020, regardez, on est encore très loin de ce niveau-là. Donc c'est effectivement également un actif qui n'a pas performé par rapport au Bitcoin. On verra ce qui se passera par la suite, et selon moi, il peut être intéressant de commencer à en acquérir. Le Litecoin ici, on va aller regarder un peu le Litecoin. Alors lui, par rapport au dollar, il a repris un peu de valeur, il a formé un joli W, il est très très propre et très très joli. Et par rapport au Bitcoin, regardez, il est quand même très très moche, hein. On a effectué un nouveau bottom à cet endroit-là. Donc effectivement, encore un actif où on pourrait se dire qu'il y a des opportunités. Ceci étant dit, on a vu hein, ici que lorsqu'on est venu casser cette trendline à cet endroit-là, eh ben, nous l'avons fait de façon assez rapide et assez extrême. Ce qui veut dire qu'on pouvait s'attendre sans problème à un petit retour, hein, au moins dans la zone de rechargement. Donc si on zoome un petit peu comme ceci, voilà, on va aller voir le graphique comme ça. Je l'ai fait assez rapidement aujourd'hui parce que je suis déjà à 20 minutes, j'ai beaucoup parlé avant, je suis désolé, j'espère que j'ai pas dit des trucs qui vous ont ennuyé, sinon c'est dommage de pas avoir fait les analyses correctement. Ici regardez, on est revenu dans la zone de rechargement, donc c'est juste parfait, hein. On fait un joli, voilà, une jolie poussée comme celle-ci, avec un joli V-bottom, finalement on n'a rien qui nous dit que le marché va continuer à grimper, hein, notamment quand on a quelque chose qui ne vient pas retester cette zone de rechargement. On vient le retester ici, regardez, de façon très précise, alors non, excusez-moi je me trompe, la zone de rechargement elle est entre les 61,8 et les 78,6.
on vient la retester ici à cet endroit-là, on vient mécher sur les 78,6, clôture de bougie même sur les 78,6, on commence la bougie d'après, on vient clôturer ensuite sur les 61,8, et là regardez, on est en train d'hésiter. Donc effectivement, si là il y a, donc on va du coup enlever ceci, si on commence finalement à, comme, alors si on va se mettre en daily comme ceci, excusez-moi, à dessiner quelque chose qui commence à nous faire des doublés comme ceci, qu'on vient s'affranchir à nouveau de cette trendline, on pourrait sans problème s'attendre à ce qu'on le revienne sur ces niveaux-là pour pourquoi pas venir s'affranchir et enfin commencer sur du plus long terme, donc ici en weekly, à dessiner quelque chose de bullish sur les Litecoin. Et si c'est le cas, et si effectivement on dessine quelque chose de bullish, c'est pareil, on a la zone de rechargement ici qui se situe beaucoup plus haut. Et regardez, par rapport au cours actuel, ça vous fait une performance d'environ 260, donc x 3,6 par rapport au Bitcoin. Voilà pour le Litecoin. Je continue avec le DOT de Polkadot. Alors jusqu'à maintenant, on a fait des cryptos qui n'ont pas performé par rapport au Bitcoin pendant cette poussée, et désormais on va aller regarder le DOT qui lui, en revanche, c'est plutôt l'inverse, hein, il a performé. Alors désolé pour tous ces petits points sur ce graphique. Ici, regardez, nous étions en août 2020, nous avons finalement cassé ce niveau pour venir s'établir au-dessus, et à chaque fois on revient tester cet ancien sommet, ici une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est assez pertinent, regardez, j'ai une alerte qui est positionnée un peu plus bas, hein. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, en tout cas il y a déjà des achats qui se sont déclenchés, et ça a pu permettre à ce portefeuille de faire des gains. Donc il y a 2 achats, mais ils se sont faits il y a tellement longtemps et ils se sont faits ici en novembre avant cette poussée qu'effectivement pour le portefeuille fictif ça a été très très bénéfique, hein, ce genre de graphique. Donc est-ce qu'on va peut-être venir s'affranchir de ce niveau pour redescendre un peu plus bas? C'est possible, hein. Malgré tout, moi j'ai mon alerte ici. Finalement cette alerte représente, si on reprend cette hausse entière, hein, regardez comme ceci, elle représente approximativement les 61,8. Je me suis mis un petit peu au-dessus pour être sûr de ne pas la rater si jamais le marché devait retourner justement sur son niveau des 61,8. On a donc cet ancien sommet qui est matérialisé par cette ligne blanche, donc on pourrait également s'arrêter pile poil dessus, donc c'est un peu risqué de mettre son alerte dessous, mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai fait puisque de toute façon il y a 2 achats de déclencher, et derrière si on vient confirmer, casser ceci par le bas, on aura cette zone qui sera très pertinente pour acheter. Donc c'est toujours pareil, mettez-vous des paliers, et si jamais vous voulez acheter, peut-être que ce niveau serait pertinent plus bas, donc c'est bien de garder de la liquidité pour éventuellement en avoir plus bas ici. Et derrière, peut-être que cet actif continuera sa poussée, hein. C'est une blockchain récente, déjà située dans le top 10, avec beaucoup de projets qui sont intégrés au réseau, hein, parce que vous le savez, c'est un protocole qui permet tout simplement à d'autres projets de venir s'insérer sur cette blockchain-là pour lancer leur projet. Par exemple, moi j'ai participé à quelques ICO, enfin c'était pas vraiment des ICO, mais à des ventes publiques liées au réseau donc de Polkadot, où on fournit donc notre adresse Polkadot, on envoie des tokens et ensuite on reçoit les nouveaux lorsque la sale est terminée. Donc voilà, il y a pas mal de choses dessus et c'est quelque chose qu'il faudra suivre avec attention. Je retourne sur le graphique, on va enchaîner avec Monero. Alors qu'est-ce qu'on voit sur Monero? Je vais supprimer tout ça. Et donc on le voit ici à l'image finalement du Litecoin, on a un actif qui refait un plus bas à cet endroit-là. Donc on est toujours, hein, regardez, dans ce canal baissier, donc il va falloir venir s'affranchir et aller casser des niveaux à la hausse avant d'imaginer une hausse, hein, sur cet actif. On a ce très fort niveau de résistance, donc si on retourne ici, il est très fort, il est très probable, hein, effectivement qu'on résiste sur cette zone-là, donc que l'on revienne par là, peut-être pour revenir tester cette trendline par la suite, ensuite avoir un W. Donc ça c'est le scénario, on va dire, le plus bullish, hein, qu'on pourrait imaginer sur le Monero. Peut-être qu'on va faire encore un plus bas, mais bon, j'en doute. Regardez ici, sinon, si on regarde maintenant le RSI, on voit qu'on a la divergence qui s'est installée, la localisation qui est là, il nous manque simplement la structure. La structure, il faudrait qu'on arrête de faire des plus bas, hein, pour avoir une structure. Qu'on vienne, comme je le dis, par exemple, revenir ici, peut-être revenir chercher un niveau de 61,8 de cette hausse-ci, hein, donc je vais supprimer ça. Par exemple, si je mets un Fibo comme ceci qui reprend toute la hausse, imaginez un retour ici au niveau des 61,8 et des 78,6 pour ensuite peut-être commencer à former quelque chose d'intéressant. Ceci dit, voilà, on peut commencer à jouer, hein, sur le fait qu'on ait la divergence, la localisation. Certes, on n'a pas la structure, mais pour commencer un premier palier, pourquoi pas? C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, hein, sur le portefeuille fictif. On en a acquis d'ailleurs plusieurs fois, hein, je pense, du Monero déjà 4 fois, donc tous les achats se sont déclenchés. C'est effectivement un token que je pense d'avenir et donc que je suis content d'avoir dans ce portefeuille fictif. On continue avec IGLD. Donc IGLD à l'image de Polkadot, on a quelque chose d'à peu près similaire, hein. Donc qu'est-ce qu'il y a? Regardez ici, on a fait un nouvel ATH par rapport au Bitcoin lorsque nous avions l'ATH que nous avions touché au mois de juillet 2020, finalement nous l'avons cassé d'une traite pour aller chercher ici, regardez, un nouveau sommet, donc sur quelque chose d'assez élevé, hein. Il a touché 250 $, je crois, à un moment donné. Là il est revenu sur un niveau pertinent par rapport au dollar, hein. Je vous invite à regarder le graphique d'ailleurs, hein, également, qui est très intéressant.
Ici, on est pile poil sur l'ancien sommet, regardez le cours, et pile poil sur l'ancien sommet. Est-ce qu'on peut le casser par le bas? Oui, bien sûr, hein, regardez, on est en train de jouer plusieurs fois dessus. Peut-être qu'à un moment donné, ça ne va plus résister, mais on va retourner dans cette zone de rechargement, c'est possible. Et si c'est le cas, parfait, moi j'ai mon alerte à cet endroit-là. Donc si c'est le cas, et si on y revient, moi je déclenche l'achat sur IGLD. Donc ça doit être l'achat qui me manque. Combien d'achats manque-t-il? Il y en a 2. Donc voilà, il y aura mon 3e achat qui se déclencherait à cet endroit-là si jamais le marché décidait d'y aller. Malgré tout, on reste sur un niveau de support important, et si le marché décide de grimper directement, ça sera pas grave, on aura cette résistance, cette trendline finalement qu'on pourra se matérialiser comme ceci, qui viendra se dessiner, et peut-être qu'on pourra aller chercher de nouveaux sommets sur IGLD par rapport au Bitcoin, et peut-être également par rapport au dollar du coup. Voilà pour ça, on continue avec SNX, qui lui était sur son triangle que j'avais matérialisé avec vous depuis bien longtemps, et regardez, ce triangle est finalement venu se faire casser par le bas. Effectivement, on n'avait rien qui nous indiquait qu'il y avait plus de chances qu'il se fasse casser par le bas que par le haut, mais regardez par rapport au Bitcoin ici, ça y est, c'est fait. On a la clôture ici qui est dessinée à cet endroit-là. Donc on est venu chercher donc une énième fois, on y est venu plusieurs fois, regardez toutes ces mèches ici qui venaient chercher cet ancien sommet. On est venu le chercher encore une fois à cet endroit-là. Donc les niveaux actuels peuvent être pertinents. Si on se met sur le RSI, du coup, une ligne comme celle-ci, regardez, donc on a un marché, donc il n'y a pas de divergence ici, puisque le marché effectue un nouveau point baissier à cet endroit-là, et c'est pareil sur le RSI. Malgré tout, on voit que le RSI résiste à cet endroit-là, à chaque fois. Donc on peut se dire que si le graphique du RSI vient clôturer au-dessous de ce niveau-là, on pourrait avoir un signal baissier. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. On a fait une petite clôture en dessous, donc on pourrait se dire que le SNX désormais peut être prêt à aller chercher des niveaux un petit peu plus bas par rapport au Bitcoin, pour peut-être simplement continuer sa purge et reprendre de la vigueur par la suite. On a quand même eu une poussée extrême sur cet actif depuis un an. Donc si je reprends toute cette hausse avec le Fibo, regardez, nous sommes maintenant dans cette zone de rechargement. Donc là, il y aura peut-être des opportunités à saisir dans cette zone-ci. C'est une chose qu'on verra sur la chaîne, et d'ailleurs, il y aura sûrement des alertes à se mettre ou pas, parce que les 4 achats ont été déclenchés. Donc effectivement, là, il y a peut-être une petite erreur qui a été faite sur ce portefeuille fictif, parce qu'effectivement, personne n'est parfait. J'ai probablement fait des erreurs en voulant acheter à chaque fois cet actif sur cette trendline en pensant qu'on allait casser ce triangle par le haut. Et j'ai fait l'erreur de ne pas garder de liquidité, parce que là, si j'avais gardé de la liquidité, effectivement, j'essaierais de trouver des achats dans cette zone-ci. Voilà, tout simplement. Donc pour vous, si jamais vous êtes encore dessus, vous avez de la liquidité, peut-être que vous allez avoir une opportunité intéressante sur le SNX, tout simplement. Je continue avec Ocean par rapport au Bitcoin, qui est également relativement bearish en ce moment, mais malgré tout, on voit qu'on revient sur des niveaux pertinents. Ici, on a certes un M qui est peut-être en train de se dessiner, mais on pourrait ici aussi transformer ceci en W. Donc selon moi, clairement, les niveaux actuels sont pertinents pour commencer à déclencher des achats ici par palier sur Ocean. Notamment, en plus, si on se prend le Fibo de cette hausse, on voit que nous sommes revenus dans la zone de rechargement, même un petit peu plus bas, toucher les 85,4 de Fibo. Donc pourquoi pas venir confirmer ce W par la suite, venir transformer cette figure justement en W, revenir chercher les niveaux précédents. En tout cas, c'est un actif qui, selon moi, a énormément de potentiel. C'est pas parce qu'on a des bougies rouges comme celle-ci que les choses sont foutues. Au contraire, c'est justement le moment où il faut se dire qu'il y a des opportunités pour investir. Ici, UOS, lui, reprend de la vigueur depuis une semaine par rapport au Bitcoin. Donc c'est très très intéressant de voir ceci. On voit que il aime bien faire des choses très extrêmes. UOS, regardez à cet endroit-là, nous étions en juillet 2020, bim, en septembre 2020, regardez, nous avions établi sur UOS une performance de, alors attendez, 400% environ par rapport au Bitcoin, c'est énorme. Donc effectivement, quand on a quelque chose d'aussi bullish aussi rapidement, on retrace par la suite. Ici, on retrace jusqu'au mois de janvier 2021 et derrière, on remonte à nouveau. Donc là, on est en train de faire des zigzags dans ces niveaux-là. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer désormais? Regardez, on a effectivement une bougie verte qui est en train de se dessiner. Alors est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, là, c'est le moment d'investir? Je dirais que non. Regardez, c'était le cas il y a quelques semaines quand on était ici et quand j'avais fait les vidéos d'analyse correspondantes, notamment parce qu'on revenait justement sur cette zone de rechargement et que nous y étions de façon précise. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi d'investir. Si on a la confirmation du M ici avec une clôture par ici, pourquoi pas mettre un peu d'argent. Mais là, aujourd'hui, on est sur le niveau de résistance. Donc là, clairement, il faut attendre. Soit il fallait investir avant, soit il faut attendre la confirmation, mais ça devient un peu plus chiant parce qu'on l'achète beaucoup plus cher. Mais malgré tout, acheter là sur le niveau de résistance actuel n'est pas pertinent. Donc derrière, si on confirme ceci, pourquoi pas revenir tester l'ancien sommet de UOS par rapport au BTC. Et derrière, regardez, on n'est plus très loin effectivement d'établir un nouvel ATH.
Voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette émission du vendredi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas au passage à vous abonner. On se retrouve dès demain et je vais faire une vidéo également avec des récompenses pour des personnes, puisqu'on arrive à 20 000 abonnés. Donc vous allez pouvoir gagner donc des tokens au travers d'airdrop demain. Donc il va falloir commenter la vidéo de demain. N'hésitez pas à être présent. Salut tout le monde, à demain.